On s'est dit que c'était l'occasion de faire un petit peu de cours. Donc, Jean-François, comment tu arrives dans cette saga OSS? Alors, si vous avez un petit peu de temps, il faut remonter à celui d'avant qui s'appelle le Casse de Fond. Voilà. Et le producteur qui s'appelle Eric et Nicolas Knalian, j'étais en contact avec Nicolas, avait acheté les droits d'OSS 117. Donc, OSS 117 sont des livres d'espionnage très vieux, années 40, années 50, avant James Bond, qui se vendaient dans le monde entier. C'était énorme, mais ce n'était pas des comédies. Et c'est un agent américain, d'ailleurs personne n'en parle, mais OSS, c'est là. OSS, c'est la CIA. Et personne n'a jamais dit, c'est marrant, c'est un agent français, il s'appelle OSS. Et donc il m'a dit, on aimerait faire un pastiche, donc pas une parodie, un pastiche. Est-ce que tu es partant? Et je ne connaissais pas les livres, mais ça m'amusait de faire un truc d'agent secret, de faire un pastiche. Et donc j'en ai fait dans le premier que vous avez probablement, j'imagine, vu, si vous êtes là. Donc il y a un héros français. Dans le bouquin, il est français d'origine, américain d'origine française, et j'en ai fait un français qui parle de problématiques françaises. Et c'est long. Je me dis qu'on c'est long. Et donc je suis extrêmement bavard. Et ça m'amusait surtout de parler de la France d'aujourd'hui, enfin, là de 2009, avant 2006, après 2021, à travers des films d'époque. Donc de parler du colonialisme, de l'islam. L'art de l'antisémitisme, de parler de ces choses-là. Et comme c'est des films d'époque et des comédies, voilà, ça passe. Et dans le troisième de la France-Afrique. Voilà, parce que le premier a presque 20 ans maintenant. Oui. Ah oui, 19 ans. Et le deuxième, donc celui-ci, 17 ans. Oui, c'est ça. Voilà. Et le troisième, 4 ans. Bon, le troisième est plus récent, Ouais. plus dans notre époque. Ouais. Mais l'humour grinçant des deux premiers, il y a 20 ans, Oui. la limite toujours du deuxième, troisième degré. Non, mais c'est la même qu'aujourd'hui. Moi, Ouais. je pense que le premier, alors toi tu vas connaître parce que tu es dans ce domaine des exploitants de cinéma, tu m'as dit, dans les propriétaires des responsables Non, je de suis pas ça. propriétaire. Non. Pas propriétaire, des exploitants. D'ailleurs, c'est un terme un peu ambigu. Et il y a un énorme cinéma qui est à côté de Lille, comment ça s'appelle? L'homme qui met police. L'homme qui met police. Donc il y a un cinéma, il y a quoi, 15 salles ou... Non, 24. 24 Ouais, salles. Cinéma très populaire, hein, et on fait l'avant-première là-bas. Et on s'est pris un râteau, mais hallucinant, où les gens disent, je ne sais pas si vous vous souvenez au début du film, il y a un rôle très important, il y a un nazi qui se fait péter la gueule. C'est le rôle principal du film. Il y a une espèce d'avion en noir et blanc, et on voit bien que c'est un trucage pourri avec un film. Et les gens ont dit, ouais, un trucage pourri, les gens ont gueulé dans la salle, c'est nul. Après, les gens ont dit que c'était homophobe, c'était islamophobe. Ça a commencé comme ça la première projection. C'est le Nord. Mais tout simplement, c'était pas le bon endroit, le bon public, ou pas qu'il y ait des mauvais publics, mais c'était pas le public du film. Donc on a eu quand même vraiment peur. Donc les problématiques étaient les mêmes qu'aujourd'hui. Et après, c'est un film qui a marché principalement, les deux, les trois d'ailleurs. Dans le 3, c'est différent parce qu'il y a eu le pass sanitaire qui a marché, il a explosé les compteurs dans les stations balnéaires. Les Parisiens et donc, on a principalement fonctionné dans les grandes villes. Et auprès d'un public extrêmement brillant, d'intelligence incroyable, extrêmement beau, très bien habillé. Voilà. Ce public. Du coup, quand le film a été 19 ans, c'est une saga culte. C'était quoi pour un auteur d'être auteur d'une saga culte? Voilà, moi, je commence à être un vieux monsieur, donc voir les gens de 20 ans pour l'avoir dans la salle, je crois. Voir les gens de 20 ans qui aiment OSS, moi ça me réjouit. Je trouve ça génial, je trouve ça inespéré. J'ai eu une chance que je ne m'explique pas, qui est que quand j'écrivais au Guignol, donc il y a longtemps, on était tout pour de l'épine, un peu de l'épine et de l'égation pour moi. On faisait des trucs qui plaisaient aux gamins, alors que ça paraît politique, ça paraît d'économie, ça paraît de... Bon, mais c'était rigolo, je pense. Et OSS, ça plaît aussi aux gamins. Alors, s'il y a des gens de 20 ans, on connaît pas mal de gamins. Et je trouve que c'est une chance inouïe pour quelqu'un de mon âge
d'avoir ça. Je trouve ça, je ne me l'explique pas. Si, au moins, il y a une chose que je me dis, c'est que je pense que quand on veut essayer de faire des trucs pour plaire aux jeunes, pour dire en termes de lieu, là, on se plante vraiment. Et voilà, j'écris ce qui, moi, me fait rire, ce que j'aimerais voir. Et je trouve ça, que les gens, là, il y a quelques répliques dans ce film. Vous l'avez tous déjà vu, j'imagine. Et il y a des répliques que j'aime quand même vraiment bien, quoi. Je le dis avec une énorme prétention, mais notamment quand OSS est avec le Mossad, et qu'on dit qu'il faut que le nazi paie pour ses crimes, et OSS, avec le jeu de gens qui est génial, fait qui sont ça aussi, quelle histoire. Et donc, j'ai un fils qui a 23 ans aujourd'hui, et quand il nous arrive un truc triste dans la famille, il s'appelle Ferdinand. Ferdinand disait à chaque fois, ça aussi, quelle histoire. Oui, il y a aussi. Non, il y a des trucs, dans le film, il y a des références assez rigolotes. Si vous avez vu La mort retrouve d'Hitchcock, il y a plein de références. Il y a même une référence à Shakespeare, Le marchand de Venise, où Shylock, qui est donc l'usurier juif, a un peu une tirade assez connue, où il explique que lui, il est juif, mais il a des sentiments, des passions, des yeux. Quand vous nous chatouillez, ce que nous ne rions pas, quand vous nous mordez, ce que nous ne saignons pas, etc. Et avec Michel Agelsus, nous sommes amusés avec cette réplique-là, toute cette tirade dans la bouche d'un nazi. Oui, nous sommes nazis, mais nous sommes humains aussi. Enfin, il y a des trucs un peu très culottés qui moi m'amusent. Je ne sais pas si dans la salle, il y a aussi des scénarios de la saison, de 2 saisons de la série Au service de la France. Je ne sais pas si vous connaissez. Ouais. Ouais. Bah ouais, c'est du docteur. Ah oui, au passage d'ailleurs, un truc quand même, j'y pense. Le film est passé parce qu'il passe là en ce moment les 3, donc jeudi prochain il y a le 3e, parce que c'est les 130 ans de Gaumont. C'est ça. Ouais, Gaumont est producteur de la saga. Et les gens ne le savent pas, mais Gaumont, c'est la plus vieille entreprise de cinéma au monde. Mais comme Pathé. Voilà, comme Pathé. En fait, C'est 5 ans plus vieux qu'Universal ou Paramount ou. Pathé et Gaumont sont les 2 seules sociétés de cinéma qui sont aussi vieilles que le cinéma. Le cinéma a été inventé par les frères Lumière en 1895. Mais la société Pathé et la société Gaumont ont été créées en 1895. Donc quand on a les Warner qui fêtent leurs 100 ans, l'Universal leurs 110 ans, on est dans la même cour, quoi. Non mais c'est chouette, c'est vraiment bien quand tu vois un truc comme ça, Gaumont. Est-ce que quelqu'un sait pourquoi il y a une marguerite d'ailleurs autour du logo? Oui, c'est le nom de la mère ou de la grand-mère. Ouais. Voilà, c'est ça. C'est ça. Je l'ai entendu. Et donc, vous voulez dire sur le service de la France? Maintenant qu'il y avait une similitude, en fait, on est un peu dans les mêmes périodes. C'est un truc que t'aimes bien, en fait, cette période-là. Où je suis payant. Où je c'est me dans répète. les On a dit souvent, il faudrait arrêter de faire des trucs avec des espions dans les années 60. Alors, au service de la France, pour ceux qui ne l'ont pas vu, c'est peut-être un peu plus dur comme humour, j'ai l'impression. Parce que là, on a Jean Dujardin, qui a un côté plus clownesque quand même, qui amène, et puis qui est un acteur grand public. Dans la série d'Arte, il n'y avait pas d'acteur connu. Non, c'est pas gaguesque. Voilà. Donc il n'y avait pas le. Quand Jean arrive dans le premier OSS 117, il venait faire Brice de Nice, qui avait un énorme succès. Donc il y avait quand même déjà l'image de la vedette populaire, qui aide aussi par ses mimiques et aussi par la clique qu'il a vis-à-vis du public à faire passer des choses. Là dans la série, on n'a pas ça. Donc c'est peut-être un peu plus réel. Mais c'est un peu dans le même C'est esprit. sympa. Enfin, moi, je vous conseille tous C'est dans de le même voir esprit. cette série, c'est très chouette. Ah ouais, si vous voulez, on peut prendre 2-3 questions de votre part. Alors, monsieur, on n'a pas de micro. On n'a pas de micro. J'ai une question, c'est est-ce que vous pourriez nous parler du 4e épisode? Le 4e OSS 117. Oui. Alors, je ne peux pas vous dire, je ne sais pas. Moi, je n'en ferai pas, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas. C'est-à-dire que ça ne m'appartient pas. Pourquoi vous secouez la tête comme ça? Non, je ne ferai pas le 4e. Parce que, alors après, on va rentrer dans un truc un peu plus, comment dire, un peu plus technique.
il y a maintenant il y a deux types de scénaristes. Il y a les scénaristes de cinéma, les scénaristes de séries. Je crois que j'ai quelques amis scénaristes de séries dans la salle ce soir. Et en série, le scénariste a un peu plus de poids. Donc un peu plus de regard, notamment sur le suivi des textes, sur ce qu'on appelle aux États-Unis un showrunner. Et vous voyez bien que d'ailleurs dans les séries, on retient plus le nom du showrunner que celui du réalisateur, et qui change d'ailleurs souvent. Donc les responsabilités ont un peu changé. Et je trouve que faire un OSS 4 et comment dire, écrire un scénario, et puis après que le scénario se tourne, ça me convient plus. Voilà. Je ne sais pas comment exprimer ça. J'aimerais, comme au Service de la France, suivre le texte de A à Z. Et être plus impliqué dans toute la Voilà, processus de donc si c'est réalisation. pas bien, c'est de la faute des auteurs, et si c'est bien, c'est aussi grâce aux auteurs. Mais que ce soit plus. Donc, et puis j'ai l'impression qu'au OSS, au cinéma, peut-être qu'on a fait tout, mais tu sais qu'il y en a plein d'autres. Hein. Il y en a eu dans les années 60, il y en a au moins 5, je crois, ou 6, et qui ont tous fait des succès d'ailleurs, je crois. Qui ne sont pas des films de genre, Non, c'est clair. voilà. Ouais, la deuxième saga est quand même Voilà. extrêmement plus intéressante. Une question? Allez-y, monsieur. À quoi correspond OSS 117? À quoi correspond Est-ce que ça le- veut dire quelque chose, Oui. OSS 117? Alors, je ne me souviens plus de l'acronyme. Je crois que c'est Office of Strategic Service, un truc comme ça. Donc, c'est la CIA, mais avant, je ne sais pas de quand date la CIA, 47, 48. Donc, c'est ça. Donc, c'est les services secrets américains, comme les services secrets français s'appellent le SDEC, ça s'appelle l'OSS, et c'est son matricule. Et c'est ça qui est pour moi très curieux, c'est que j'ai gardé le nom parce que c'était le contrat avec le producteur, parce que ça tape comme nom. Tout de suite, on voit qu'on parle d'un agent secret, pardon. Mais personne n'a remarqué qu'il était en France, enfin, en tout cas, personne ne l'a pointé, qu'il était français, qu'il s'appelait OSS. Ça m'étonne encore. Alors que plein de choses ont été pointées, notamment un truc qui m'a tétanisé. Il y a quelqu'un, je ne sais pas, c'est un journaliste, je crois, qui a noté les noms des deux héroïnes des deux premiers épisodes, les deux femmes. Donc, jouées par Bérénice Bejo dans le premier, et dans celui-ci par Louise Monod. Et vous allez voir, c'est l'image des femmes du scénariste. La première s'appelle Larmina, la deuxième s'appelle Dolores. Les larmes et la douleur. Que j'ai trouvé pour des héroïnes féminines. C'est un peu alarmant. Mais autant les gens ont remarqué ça, que je n'avais pas remarqué d'ailleurs. Et l'OSS, personne n'a dit pourquoi il y a un nom américain. Je suis scénariste aussi et actuellement j'écris de l'espionnage qui se passe pendant la guerre froide. Du coup, j'aimerais vous demander, c'est quoi vos inspirations pour avoir écrit autant le premier volet que les autres? Est-ce qu'il y a des inspirations précises? Qu'importe, ou en livre ou n'importe. Et vous, c'est une comédie que vous êtes aimée? Non, c'est plus un truc d'action avec des nanas qui cassent des mâchoires, dans l'idée. J'ai les gens envie de le voir. Ne vous perdez pas trop dans les recherches historiques, hein, parce que c'est danger quand on fait des films comme ça à l'époque. Ouais. À un moment donné, je me souviens que sur le OSS 3, j'étais pour la France-Afrique, dans Elf Aquitaine, tout ça. Voilà. J'étais tourné au bout d'un moment. Hitchcock, beaucoup. Et James Bond, très peu finalement. James Bond, pour la façon de parler, un petit peu. On voit bien que dans les deux premiers, dans le premier, Dujardin joue comme Sean Connery, et dans le deuxième, il est plus dans le style de Paul Newman, dans des films comme Le Privé, des choses comme ça. Mais James Bond, très peu. Je vais dire un truc qui est un peu un péché, commettre un péché. Je ne suis pas un dingue de James Bond. Voilà. Donc, j'adore Sean Connery, vraiment, je trouve, mais je ne trouve pas les films vraiment, je les trouve marrants dans cette espèce de virilité exacerbée et ridicule que j'ai pastiché dans ces films-là. Mais je ne trouve pas que ce soit finalement les meilleurs sont ceux avec Daniel Craig. Donc, On est d'accord. voilà. Et là, il y a beaucoup d'Hitchcock, beaucoup d'Hitchcock. Parce que Michel, celui-ci, on l'a écrit tous les deux avec Michel. Michel est un fou de cinéma. Si vous connaissez bien La Mort aux trousses, il y a une scène notamment dans La Mort aux trousses qui arrive grande, donc est pris pour quelqu'un d'autre.
Et à un moment donné, le mec des services secrets américains lui achète, je ne sais pas pourquoi, il a plus de fringues. Et il lui achète des fringues. Et il y a une scène, et Cary Grant met son pantalon, ses chaussures, et le mec lui dit bon, j'ai pris à peu près votre taille. Cary Grant était l'homme le plus élégant de Hollywood. Bon, il met le pantalon, la chemise, c'est nickel, il est super beau, les pouces, la bonne pointure. Et moi, j'ai toujours trouvé ça génial depuis gamin. Et là, il y a la même scène. À un moment donné, on dit il se retrouve à l'hôpital, il n'a plus rien. Bon, il y a bien les vêtements du jardinier. Et il est en smoking, il casse, et ça, c'est la grosse. Et normalement, il y avait une Aston Martin, mais on n'a pas eu la voiture du jardinier, et c'était une Aston Martin comme James Bond. Donc il y a la fameuse scène du train. Si vous avez vu La mort aux trousses à un moment donné, ou si vous l'avez vu d'ailleurs, à un moment donné, Cary Grant et je crois que c'est les Bernard Ricin sont dans un train. Et le cinéma américain est à l'époque très 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 censuré parce qu'on appelle le code Hays. Donc les baisers ne peuvent pas durer plus de 40 secondes. On montre les couples qui dorment dans des lits séparés, ce qui fait qu'on croit tous que les Américains dormaient dans des lits séparés, nous, donc c'est dans les films. Et pas de divorcés qui avait un amant, donc pas de scène de sexe. Et donc dans La mort aux trousses, il y a un raccord génial, ils sont sur le mort, il attrape par la main, là il y a un cut, et on est dans le wagon-lit, où Cary Grant, Bernard Ricin prend Cary Grant et l'amène dans le lit et s'embrasse. Pas de sexe. Donc qu'est-ce qui se passe? Le train rentre dans un tunnel. On a le plan du train qui rentre dans le tunnel. Une sorte de pénétration subliminale. Et voilà, on a ce plan-là dans le film. On a dans l'ascenseur aussi. Il y a une allusion aussi à Seinfeld. Je ne sais pas si vous connaissez cette série américaine. On peut poursuivre. Enfin, voilà, les inspirations, c'est vraiment le. Il y a aussi un film très vieux qui s'appelle Robin des Bois avec Errol Flynn, donc réalisé par un Allemand qui s'appelle Michael Curtiz. Et c'est du cinéma où il y avait beaucoup d'ombre. Donc à un moment donné, c'est pour ça que Jean Dujardin est habillé en Robin des Bois. Donc c'est l'inspiration, c'est vraiment l'inspiration de Hollywood. Et Hollywood, alors soit Hitchcock, fin 50, soit Paul Newman, Le Privé, comme ça. Et pour la doc, le scénario, c'est quand même le point de départ est quand même le meilleur postulat du monde. Il y a quand même un microfilm sur lui, voilà. Mais voilà, c'est juste le prétexte. Comme dans le premier, il y a un bateau qui a explosé. Voilà. C'est juste le prétexte à avoir quand même ce qu'on appelle un MacGuffin, je ne sais pas si inventé par Hitchcock aussi, c'est quelque chose dont on se soucie, mais qui en réalité n'a aucune importance. Mais pendant tout le scénario, c'est où ce chien bleu? Le chien bleu, on s'en fout, mais juste ce truc qui te fait tenir pendant tout le film. Voilà. Est-ce que ça répond à votre question? Oui. Parfaitement. Monsieur, la dernière question. Bonsoir, déjà, avant ma question, merci beaucoup pour cette trilogie. Pour être honnête, je suis pas un grand fan du cinéma français. Est-ce que vous pouvez parler un peu plus fort? Oui, bien sûr. Je peux... Attends, Ah bah, merci. Bonjour monsieur. Salut, Jean-François. Alors présentez-vous, vos qualités, vos défauts, vos hobbies, voilà, et pour qui vous votez. Ah, voilà. À chaque élection. C'est important de le dire. Non, en fait, je voulais d'abord vous féliciter pour cette trilogie. Je ne suis pas un grand fan du cinéma français de manière générale, pour être honnête, mais j'ai vraiment accroché à celle-ci. C'est vraiment une de mes trilogies préférées. Je suis un grand fan. Je trouve que c'est super bien écrit. Et du coup, pour revenir à ma question, concernant les dialogues, justement, qu'est-ce qui était sur le papier et qu'est-ce qui est resté à la fin? Qu'est-ce qui est dit par les acteurs qui ont beaucoup modifié le texte? Merci pour tous les gentils choses aussi. Et donc, entre ce qu'il y a sur le papier et ce qu'il y a à l'écran, je pense que c'est 90%, 95%. Donc, il n'y a pas d'improvisation parce que déjà, alors c'est encore plus vrai en série télé où le temps est compté, mais en cinéma le temps est compté, donc on n'a pas vraiment le temps de changer de texte. C'est un texte qui est très écrit, ça veut dire que je ne dis pas qu'il est très bien écrit, mais il est très écrit, très précis, avec des vieux mots, parce qu'il faut que ça ressemble. Vous verrez que dans ce film, il n'y a jamais en fait, sérieusement, il n'y a jamais de type de langage d'aujourd'hui qui dans 10 ans auront disparu, et on essaie d'avoir des trucs genre, c'est pas l'hypothèse, ou qu'est-ce que c'est que ce pataquès, qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Et donc des mots. Qu'est-ce que c'est que ce disque? Voilà, c'est ça, des expressions de l'époque. Donc déjà, c'est assez écrit de ce point de vue-là, et on ne peut pas s'amuser vraiment. Donc c'est
clairement, je dirais 90% du texte, même plus, je pense. Mais ça n'empêche que les gens étaient vraiment drôles. Ça n'est pas qu'un acteur drôle, c'est un mec drôle. Déjà, il a commencé par le sketch. Donc, par exemple, dans le premier, il y avait j'aime le beurre et la biscotte, j'aime comment on glisse l'huile, ça c'était écrit. Et à un moment donné, il a cette phrase débile que je ne comprends toujours pas, mais qui a été gardée. Il passe près de la fontaine, quand vous vous souvenez quand il fait l'auditif et que. Il a vraiment son racisme là, qui sort, et il passe près de la fontaine, et Jean a dit j'aime le bruit blanc de l'eau. Avec le ton OSS, donc j'aime le bruit blanc de l'eau. Ce qui ne veut rien dire du tout, donc ça a été gardé. Mais il y a non, très très peu de. En revanche, sur la scène de Robin des Bois, vous allez voir tout à l'heure, le fou rire est réel. C'est un vrai fou rire. Parce qu'il y a un jeu de mots vraiment de merde qui s'appelle Noël Cousin, je crois, dans le deuxième. Je serais surpris, mais je l'ai vu 2 fois. Et je ne l'ai pas vu depuis la sortie. Et il fait un jeu de mots sur les boucles de Noël. Et quand même un jeu de mots pourri. Et Michel aime bien les jeux de mots pourris, moi aussi ça me fait rire. Et d'ailleurs, il trouve son jeu de mots tellement drôle qu'il va appeler son chef alors qu'il n'a pas appelé son chef depuis je ne sais pas combien de temps. C'est pour ça que la vie s'appelle comme ça. Normalement, il y a une scène qui a été coupée dans laquelle le chef disait les enfants, Rio ne répond plus. Non, mais c'est enlevé. Et ça, c'est un vrai fou rire. Mais sinon, non, il n'y a pas vraiment d'improvisation. Parce que déjà, c'est comme, vous voyez, c'est très. Ce ne sont pas des dialogues parlés vraiment. Et, je ne veux pas y aller, c'est pas je ne veux pas y aller, c'est je ne veux pas y aller. Je ne pense pas que ça soit raisonnable d'y aller. C'est des choses écrites. Donc, c'est la plus phrasée aussi du film. Bon, alors je ne vais pas dire, je vous laisse découvrir le film, parce que je pense que qui n'a pas vu. Ah ouais, quand même. Ah ouais. Mais qui vous est. C'est pas sympa. En plus, des films, je trouve qu'ils ont été quand même. C'est la chance de les voir là, parce que les sauver en téléphone. Ouais, mais enfin, les films qui sont restaurés en télé, c'est parce qu'ils ont un intérêt pour la télé, hein, donc il faut le dire, on comprend bien. Sur grand écran. Je ne sais pas si tu touches à chaque fois. En télé? Ouais. Bah, oui, mais après, quand c'est pas sur le 9, non, pas beaucoup. Non. Ah oui, non, il y a juste aussi un truc, je l'ai dit, je suis pas je crois, c'est drôle. Il y a un truc vraiment génial dans ce film, c'est les split screen. Donc, un truc qu'on ne fait plus trop aujourd'hui, et qui est très très vieux, mais les plus connus, c'est un film avec Tony Curtis qui s'appelle L'étrangleur de Boston, et je vous conseille d'ailleurs, il doit dater de 67 à peu près. Et donc, vous savez, l'écran est divisé et on met des actions d'un point de vue différent et des split screens, notamment dans le générique, à l'arrivée à l'aéroport, tout ça. J'ai appris il n'y a pas très longtemps qu'ils étaient enseignés en l'université américaine de cinéma. Et ils sont dans les meilleurs split screens. J'ai même aucun joué, il y a des split screens. Et c'est. Michel, pardon. Et ils sont. Et puis, la musique, Ludovic Bourse, la musique est vraiment protestante. Bon, merci Jean-François. Merci, je suis. Je vous souhaite un bon film et c'est vraiment chouette de venir le voir ici au cinéma. Et merci Arnaud de l'accueil. Avec grand plaisir. Bonne soirée. Merci.